Nos invités sont des confrères. Louis Magloire Kemayo, journaliste et écrivain. Nous avons également Adam Adjorno, il est journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Avec eux, nous allons parler de Haïti, le président Jovenel Moïse assassiné. Nous allons également parler de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, finalement en prison. Congo-Brazzaville, un quart appel au rassemblement de l'opposition. Et puis on termine par le Togo. Bonne note en matière de transparence budgétaire. Chers invités, bonjour. Louis Magloire Kemayo, toujours bonjour. Un plaisir de vous avoir sur le plateau. Plaisir partagé, c'est un plaisir d'accepter votre invitation. Voilà, Adam Adjorno, c'est également un plaisir, il faut le souligner. Oui, bonsoir Michel Takpa, bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir partagé. Allez, on commence par Haïti, le président Jovenel Moïse assassiné. Jovenel Moïse, donc assassiné par un commando. On parlait quelquefois des gangs à un moment donné. Il a été tout simplement retrouvé sans vie à son domicile à Port-au-Prince, la capitale, ce mercredi dans la matinée. Pays gangréné par l'insécurité, notamment les enlèvements contre rançon menés par les gangs. L'agronome et homme d'affaires Moïse est accusé d'inaction face à la situation actuelle de son pays. Ce pays qui est en état de siège actuellement. Luis Magloire Kemayo, c'est vrai que, comme je l'ai dit, ce pays est confronté à la défiance d'une large partie de l'opposition. Il y a des troubles tant politiques, des troubles également sociaux de tout acabit, mais rien ne peut justifier, Louis Magloire Kemayo, cet assassinat. Non, rien ne peut le justifier parce que c'est vrai que Haïti est plongé dans un cycle de violence qui ne date pas d'hier. Mais on a vu dans les derniers mois, les dernières années, qu'il y avait des séries d'enlèvements qui avaient lieu, notamment ceux des chrétiens. Il y a eu l'enlèvement de certains chrétiens blancs, ce qui avait attiré l'attention sur cette série d'enlèvements qui se faisait presque en vase clos, sans attirer l'attention de la communauté internationale, vu qu'il ne s'agissait pas de djihadisme ou de terrorisme, pour qu'on lui donne la même dimension que ce qui se passe par exemple dans le Sahel ou dans les pays du Golfe. Mais Haïti est profondément ancré dans cette dynamique qui fait que le pays est presque hors de contrôle par endroits et que Port-au-Prince est presque devenu un coupe-gorge pour les populations ordinaires. Et on constate avec l'assassinat du président que ce n'est pas uniquement pour les citoyens ordinaires que la vie est devenue difficile, la sécurité est un enjeu, y compris pour le président de la République. Il a été tué, sa femme a été blessée, évacuée à Miami, en Floride. Donc, certains soupçonnent un groupe de mercenaires venus des États-Unis. Pour le moment, l'enquête a été ouverte. Quelques-uns des présumés coupables ont été assassinés, d'autres ont été arrêtés et seront probablement jugés dans les prochains jours. On attend d'y voir plus clair, mais on ne peut souhaiter à personne ni à aucun pays de connaître ce que Haïti est en train de vivre actuellement. Ah oui, Adam, vous connaissez la situation actuelle de ce pays. Même question à vous, on ne peut pas justifier cet assassinat aussi odieux. Est-ce que selon vous, c'est la situation politique actuelle qui a engendré cela? Quelque part, oui. Vous savez, c'est d'abord très inquiétant que nous rentrons dans un cycle infernal des situations que nous avions connues il y a très longtemps. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'assassinat et qu'on fait intervenir également des termes comme mercenariat, etc., puisque vous savez, ce terme-là a commencé déjà par refaire surface, surtout en Afrique. On l'a connu également, surtout au niveau de la Centrafrique, etc. Donc ça cause encore problème. Parce que je me dis, c'est vrai que nous sommes à un moment de la mondialisation qui inquiète également. Mais lorsqu'on va jusqu'à assassiner un président, mais nous savons ensemble la sécurité qui entoure l'appareil présidentiel et qu'on arrive naturellement donc à aller assassiner le président dans son domicile privé, ça cause réellement donc problème. Mais au même moment, on ne peut pas également occulter disons, le cycle de violence qu'on avait commencé déjà par enregistrer dans ce pays-là, où le président était jugé d'inaction. Face donc à ce cycle de violence-là, il y a que Mike le disait tantôt, ça avait commencé déjà par attirer l'attention au niveau, on caressait directement donc la fibre religieuse. Et lorsque vous savez la question religieuse s'invite, et vous ne prenez pas des actions fortes pour stopper dans ce genre de choses, voilà là où on en est aujourd'hui, et c'est tout simplement dommage. Mais sauf que c'est vrai, on nous a dit que voilà, il y a eu donc d'autres des assassins qui ont été donc assassinés également, d'autres arrêtés. Mais au même moment, moi je me pose la question de savoir, c'est vrai, cela aussi dénote naturellement donc de
de la division profonde qu'on peut naturellement donc constater, que soit, puisque bon, on parle également des complicités. Ça voudrait dire quelque part que lorsque vous faites fi d'une situation et que ça arrive donc à l'extrême, naturellement, il y a des forces de l'ordre et de sécurité qui s'invitent dans le débat, même si ce n'est pas ouvertement, compte tenu du fait peut-être que la législation du pays est tellement très forte et que les forces de l'ordre, comme nous l'avons connu par exemple dans d'autres pays, nos pays sous-développés, naturellement, je veux parler du Mali, etc. Et ils s'invitent donc disons, en complicité pour assassiner un président de la sorte. Je pense que cela devait donc interpeller tout le pays. Et puisque de toutes les façons, ceux qui estimaient que le président, face à la situation politique du pays, était jugé d'inaction, comme je venais de le dire tantôt, mais aller jusqu'à cet extrême, jusqu'aux assassinats, ça cause problème. Je pense que cela convoque également la réorganisation, disons, entière des mouvances politiques qu'on peut constater dans ce pays-là pour réclamer ce qui devait l'être et inviter naturellement donc, le mercenariat dans le jeu. Je pense que ça cause énormément de problèmes. Lui, Magloire Kimayo, c'est un choc, parce que la dernière fois qu'on a eu à assister à l'assassinat d'un président haïtien, c'était en 1915, c'était Hillebrand Guillaume Sam qui s'est réfugié à la légation de France, actuelle ambassade de France. Et là, c'est un choc, non seulement pour Haïti, mais également pour la sous-région. Oui, à commencer par les États-Unis. Vous vous rappelez quand le président Joe Biden devait prendre son avion pour aller en déplacement à l'intérieur du pays, l'une des premières questions qui lui ont été posées portait sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il a très vite voté en touche parce qu'il n'avait pas assez d'éléments pour se prononcer, mais certains disent que les mercenaires qui sont venus assassiner le président haïtien venaient des États-Unis. Parce qu'il y a on dit qu'il parle espagnol et anglais. Oui, la Floride, elle est réputée être très proche et peuplée de beaucoup de personnes qui parlent à la fois l'anglais et l'espagnol. Mais le fait est que des opérations de ce type, les États-Unis en ont déjà mené. Ça se mène souvent sous la coupole du FBI. C'est le Drug Enforcement Agency, si je ne me trompe pas, qui est chargé de la lutte contre le trafic de drogue aux États-Unis, qui mène souvent ce type d'opération, mais vraiment en commando. Et c'était fait pour arrêter des personnes qui sont impliquées dans le trafic de drogue en direction des États-Unis. Là, il y a eu un dérapage. Est-ce que c'est un dérapage ou est-ce que c'était quelque chose de prémédité? Je pense que c'était l'arrière-pensée des journalistes qui ont interviewé Joe Biden à ce sujet pour savoir s'il validait, s'il était au courant de l'opération ou s'il allait prendre des mesures pour que toute la lumière soit faite sur les conditions dans lesquelles Jovenel Moïse a été assassiné. Et je crois que ça rappelle la réaction même au niveau de la communauté internationale. L'émoi que cela a causé fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies va se prononcer. On a entendu les chefs d'État des différents pays se prononcer. Et Haïti n'est pas n'importe quoi comme pays. C'est un pays qui est le premier pays parmi les pays qui ont subi l'esclavage à avoir obtenu sa liberté dans le monde noir. Donc ça compte énormément. À côté de ça, il y a eu certaines difficultés historiques qui ont expliqué le retard de Haïti, notamment cette dette qu'elle a dû payer à la France pour son indépendance, pour rester indépendante. Et donc ça, en plus de toutes les difficultés liées au climat, les tremblements de terre, ça vous avez probablement suivi comme... Donc tout cela fait que Haïti n'a pas pu prendre son envol normalement, mais cela n'enlève rien au fait que sur le plan symbolique, c'est la première république noire à avoir eu son indépendance et où les anciens esclaves se sont battus eux-mêmes. Toussaint Louverture et bien d'autres, pour obtenir cette indépendance qui aujourd'hui est plutôt en grande difficulté. Le pays est plus connu pour ses mauvaises performances en matière d'économie et en matière de sécurité que pour ce rappel historique qui fait que, à la fois dans le monde noir, dans le monde des Caraïbes, Haïti reste un gros repère culturel, historique pour la plupart des Noirs dans le monde. Adam, on parlait de cette contestation, de la contestation justement de l'opposition. Il est élu depuis 2006-2007, si je ne me trompe pas, 2017 plutôt. 2017. Et il est contesté aujourd'hui par l'opposition en place. Corrélation, c'est une question déjà posée, entre l'assassinat et tout ce qui se passe sur le plan politique et surtout sécuritaire dans son pays.
il est très difficile de trouver les mots adéquats pour justifier le fait qu'il y a dans les mouvements politiques internes du pays et parler naturellement de l'assassinat du président. Mais au même moment, on ne peut pas non plus l'occulter. On ne peut pas non plus l'occulter compte tenu de la culture même de Haïti. Tout à l'heure, il y a Kemayu qui parlait naturellement donc des gens qui ont normalement de l'argent mais qui font de la drogue. Ouais. Mais lorsque vous prenez ces gens-là dans la culture haïtienne, ce sont eux, ils sont véritablement donc entourés des gens qui font donc leur sécurité, hyper aussi armés. Et lorsque on autorise dans un pays comme ça de ces mouvements, c'est vrai que pour des actes de ce genre, on peut naturellement tolérer ou carrément porter donc un regard assez positif sur la situation en disant que voilà, il y a des commandos qui font donc des éruptions pour les arrêter. Mais au moment, lorsqu'on ne prend pas soin de pouvoir donc anticiper sur ces genres d'actes, je pense que c'est ce que ça amène et c'est ce que nous assistons aujourd'hui. Naturellement, je pense qu'il appartient, disons, à l'État haïtien de pouvoir organiser, de mieux s'organiser. Puis ce sont des gens qui sont connus. Lorsque vous prenez ces trafiquants de drogue, hyper armés, très riches, c'est des gens qui sont connus dans le pays. Et lorsque vous n'organisez pas l'élite d'armée donc pour arriver donc à pouvoir donc les mettre hors d'état de nuit et qu'on laisse des puissances étrangères ou carrément des mercenaires de ces gens-là s'introduire dans le jeu, puisque c'est la plupart du temps tous ceux qui ont été arrêtés, les plus grands trafiquants, c'était donc de la sorte qu'ils les ont arrêtés. Voilà ce que ça amène. Au même moment, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie donc de lorgner, disons, ces mercenaires-là venant donc des États-Unis. Mais n'oubliez pas, lorsqu'ils sont donc en connivence ou carrément de mèche avec certains groupes armés à l'interne et peuvent naturellement bénéficier donc des formations, etc. Et que même l'assassinat peut donc intervenir à l'interne sans pour autant intervenir, faire intervenir donc le mercenariat américain. Mais au même moment, je me dis que lorsque vous avez donc une situation politique en face, c'est vrai que historiquement, Haïti a autre culture liée donc à ces contestations, puisque c'est ils sont majoritairement noirs. Oui. Et comme historiquement, lorsque nous prenons l'histoire de Haïti, vous conviendrez avec moi que cela nous serait donc intervenu surtout lorsqu'on prend l'aspect politique. On constatera que lorsqu'on veut naturellement donc organiser, disons, le politique, c'est un fait, mais au même moment, lorsqu'il y a des contestations, parce que lorsque nous prenons durant un mandat et qu'on va donc à ces contestations donc à l'extrême, ça voudrait dire naturellement donc qu'il y a problème. On ne serait justement donc parler de la politique politicienne. Ici, ça voudrait dire qu'il y a donc des faits, des faits concrets qui sont là, auxquels le président n'a pas daigné donc donner suite, et ou carrément trouver donc des mécanismes pour arrêter, disons, ces contestations-là d'aller donc à l'extrême. Donc, de tout, on ne peut rien occulter de ce point de vue-là. Tous les paramètres sont donc les bienvenus. L'essentiel, c'est qu'on puisse réellement donc déceler le nœud qui a conduit donc à cet assassinat-là pour naturellement éviter qu'à l'avenir, qu'on ne puisse pas donc reconnaître encore ce genre de choses. Mais au même moment, n'oubliez pas également qu'il y a donc une sorte d'entorse constitutionnelle face à celui donc, qui occupe aujourd'hui les rênes d'Haïti, qui est aussi un problème, qui est un problème naturellement, qui est là. Donc vous convenez que ça deviendra du jour au lendemain une sorte de salaire russe, parce que nous avons déjà des contestations avec la mort du président. On constatera que véritablement ça peut connaître disons, un bémol, mais au même moment, lorsque ce vie constitutionnel vient s'en rajouter, moi je crains qu'il y ait donc des jours sombres pour ce pays. Louis Magloire Kemayo, la République dominicaine a fermé ses frontières. La Colombie a appelé à la réaction, si on peut le dire, des États d'Amérique également. Quelle sera cette réaction et surtout cette question, quel intérêt peut-être c'est pas ces puissances ou cette mère étrangère, mais plutôt étrangère, à aller assassiner un président qui est élu nonobstant tout? C'est difficile à dire. Je pense que l'enquête va être longue. Est-ce qu'elle débouchera sur les mêmes conclusions que concernant l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy aux États-Unis? Je n'en ai aucune idée. Aujourd'hui, on ne peut que souhaiter que toute la lumière soit faite sur les conditions dans lesquelles ce commando est entré
en Haïti et comment il a opéré pour arriver à abattre le président dans la nuit. L'autre chose que je voulais ajouter, c'est par rapport à la question précédente pour le rapport entre l'élection et les contestations sociales qu'il y a eu. Oui, il y a un lien qui est tout à fait direct, c'est que on contestait, l'opposition contestait de plus en plus la légitimité du président Jovenel Moïse. Il y avait des menaces de mort qui avaient été proférées à son endroit, donc ce n'était pas une vue de l'esprit, il se savait menacé. Et il a essayé de prendre des dispositions, notamment sur le plan politique, pour organiser des élections générales. D'ailleurs, il avait nommé un premier ministre qui n'a jamais pris ses fonctions, puisqu'il n'a pas été investi, qui devait organiser ces élections générales. Autre chose à mettre sur le plateau concernant la contestation, c'est que quand il a été élu président, cela a pris 1 an, un peu comme en Côte d'Ivoire avec l'élection de Alassane Ouattara. Cela a pris 1 an pour qu'il entre en fonction. Et le nœud du problème était là. C'est qu'il estimait que les 5 ans qu'il devait passer à la tête du pouvoir, il ne les a pas passés puisqu'il y a 1 an qui est parti dans le décompte sans qu'il ait pu avoir l'effectivité du pouvoir. Donc pour lui, il a pris ses fonctions à partir du moment où il a prêté serment. Voilà. Pour lui, c'était ça. Et au niveau de l'opposition, c'était non. À partir du moment où vous êtes élu, le compteur tourne et vous ne pouvez pas vous estimer légitime au-delà du délai qui avait été annoncé légalement. Et tout le problème était là. C'est qu'on lui contestait cette légitimité-là. On lui demandait d'organiser des élections et l'opposition n'entendait pas qu'il organise des élections générales en tant que président de la République. Il devait les organiser en étant au même niveau que tous les autres candidats, donc après avoir arrêté ses fonctions de président de la République pour devenir candidat à la présidence de la République. Donc ça, c'est pour le lien direct qu'il pourrait y avoir entre les contestations et l'assassinat qui a eu lieu. Maintenant, est-ce qu'on doit, parce qu'on conteste l'autorité d'un président, appeler un commando pour aller l'abattre? Je pense que nulle part au monde cela ne peut être accepté, encore moins en Haïti. Excellente interrogation. On va marquer la petite pause et on revient. On va toujours continuer par parler de Haïti et puis on va enchaîner après avec l'Afrique du Sud.